Louis Aragon repose aux côtés d'Elsa Triolet après les saluts officiels et les hommages populaires. Liban, première séance de négociation entre Libanais et Israéliens, première divergence. Pologne, à 3 jours de la suspension officielle de l'état de siège, annonce de mesures de grâce, mais aussi nouveau procès. Notre invité, M. Kulaga, ambassadeur de Pologne en France. Bonsoir. Pour la mort du poète, certains ont relu ses vers et sa prose. Pour la mort du militant, d'autres retiennent l'impressionnante fidélité. Louis Aragon était salué officiellement ou humblement aujourd'hui, juste avant d'être placé aux côtés d'Elsa Triolet quelque part dans le vaste parc qu'entoure le moulin de la Villeneuve, leur maison, recouverte de chèvrefeuilles, à Saint-Arnoux en Yvelines. Derrière les arbres, les dernières images de ses obsèques, et puis peut-être cette lecture d'un peu de l'inscription gravée sur la dalle en 1970 à la mort d'Elsa Triolet. Quand, côte à côte, nous serons enfin des gisants, l'alliance de nos livres nous unira, pour le meilleur et pour le pire, dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur, à toi et à moi. Tôt ce matin, place du Colonel Fabien à Paris, au siège du Parti communiste français, des milliers de personnes sont venues un instant saluer la dépouille de Louis Aragon. Le Parti communiste, dont l'écrivain n'avait cessé d'être membre depuis 1927, avait invité tous les amis de Louis Aragon à cette cérémonie. En fin de matinée, Georges Marchais et Pierre Mauroy, au nom du Parti communiste et au nom du gouvernement, faisaient l'éloge de Louis Aragon. Cérémonie imposante par sa sobriété que cet hommage populaire et politique à Louis Aragon, ce matin, place du Colonel Fabien. Ils sont des milliers à être venus dès l'aube s'incliner devant le catafalque orné du drapeau rouge pour saluer autant le poète que le militant. Et parmi la foule des anonymes, au milieu des centaines de gerbes et de couronnes, ceux qui l'avaient accompagné dans son itinéraire du surréalisme au communisme. Juliette Gréco et Jean Ferrat, par qui les poèmes sont devenus chansons populaires, et tant d'autres, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous sont venus saluer l'écrivain passionné d'Elsa et le militant communiste fidèle mais lucide, selon les propres termes de Georges Marchais. Qui dira avec quelle lucidité il sut affronter les erreurs avec nous un temps partagé? Qui dira ce qu'a pu être pour lui que tant d'espoir et d'efforts, tant de liens culturels et personnels attachés à l'Union soviétique, le choc du 22e congrès? Bouleversé par l'ampleur des drames ainsi dévoilés, par les dures épreuves qui suivirent et qui le conduisirent en 1968 à dénoncer ce qu'il nomma un Biafra de l'esprit, jamais il n'a renoncé au socialisme en train de se construire, jamais il n'a cessé de lutter avec son parti pour ce qui était à ses yeux, jusque dans ses contradictions, la plus noble des causes humaines. Hommage naturel de la CGT et du PC dont Aragon était membre du comité central, hommage aussi de la République. François Mitterrand était représenté par son conseiller Jacques Attali et par le secrétaire général de l'Élysée Jean-Louis Bianco, entouré de plusieurs de ses ministres dont Gaston Defferre. C'est Pierre Mauroy lui-même qui a prononcé l'éloge au nom du gouvernement. Lui aussi a insisté sur la fidélité de l'engagement littéraire et politique d'Aragon. Cette fidélité de toute une vie exige que lorsque tout est clos, l'on n'ampute pas l'homme d'une dimension si importante de son existence, que l'on n'oublie pas le militant au profit de l'écrivain. Il a été l'un et l'autre dans la vie, il reste l'un et l'autre dans la mort. Cette fidélité qui force le respect est celle des idées mises au service de l'action. Elle exprime la permanence de l'espoir en un monde plus juste. Aragon aura été parmi nous une présence. Dorénavant, il nous restera de lui ce qu'il nous a légué en héritage, le pouvoir infini des mots. Il nous restera aussi cet élan qui, à travers les plus lourdes peines, les plus amères tristesses, lui faisait discerner la lueur d'une aube. Sa force, c'était aussi une exceptionnelle capacité d'espérer. Tandis que le cercueil était emmené vers Saint-Arnoux en Yvelines, où Aragon repose maintenant aux côtés d'Elsa,
le comédien François Chaumette lisait pour la foule l'épilogue des poètes. Songez qu'on n'arrête jamais de se battre et qu'avoir vaincu n'est 3 fois rien et que tout est remis en cause du moment que l'homme de l'homme est comptable. Un hôtel dans une station balnéaire à Chaldée, au sud de Beyrouth, pavoisé aux couleurs du Liban, d'Israël et des États-Unis. Un hôtel a servi ce matin de cadre pour l'ouverture des négociations entre Libanais et Israéliens sur le retrait de toutes les forces étrangères au Liban. Première séance tout à fait officielle, tout à fait symbolique, devant les caméras et les appareils photographiques. Chacune des délégations a pu prendre la parole pour dire quels étaient ses souhaits. Le Liban, pour la restauration de sa souveraineté, c'est-à-dire essentiellement le retrait des troupes de son territoire. Israël, pour parvenir à un accord de normalisation, premier pas avant un traité de paix final. Sur cette première journée à Chaldée, le reportage de Didier Pelbaum. Il y a 48 heures, on se battait encore tout près de cette banlieue sud de Beyrouth. Depuis, Chaldée a été quasiment isolée par les armées israéliennes et libanaises. Au large, la 6e flotte manifeste une présence passive mais importante. Le calme est revenu après le retrait des milices chrétiennes de cette région. Les négociations ont donc pu s'ouvrir devant la presse en présence de la diplomatie américaine avec Maurice Draper. D'entrée de jeu, les interlocuteurs ont découvert leur carte. Le Liban demande le retrait de toutes les troupes étrangères. Que la convention de Ras el-Makhoura demeure à ce jour l'instrument juridique qui régit les relations entre le Liban et Israël. Si la présence palestinienne sur notre territoire a été à l'origine de troubles sérieux, ici et là, cette présence, le Liban ne saurait en être tenu responsable. La délégation libanaise à aucun moment ne parle de normalisation. Mais les Israéliens n'attendent pas le huis clos pour relever le gant. Après la guerre de 1967, le Liban a signé les accords du Caire permettant une présence terroriste au Liban, terroristes qui ont par la suite créé un État dans le sein même de l'État libanais. Nous considérons donc que les accords d'armistice de 1949 ont été annulés par ces activités. Cet incident montre bien l'écart entre les positions, aussi bien au plan juridique que sur la procédure. Le Liban veut inscrire l'évacuation des forces étrangères en tête de l'ordre du jour, avant la sécurité et la normalisation. Quant à Israël, il considère que l'évacuation ne sera que l'aboutissement des pourparlers. Alors, prochaine rencontre entre Israéliens et Libanais dans la ville de Kiryat Shmona, à l'extrême nord d'Israël, jeudi. En Israël, où une controverse très vive oppose l'armée et la télévision, après la diffusion d'une émission montrant des soldats israéliens au Liban, ironisant une chanson sur le ministre de la Défense, le général Ariel Sharon. Les soldats chantaient « Un avion descend vers nous, il nous transporte au Liban, on va combattre pour Sharon et on reviendra dans un cercueil ». La diffusion de cette séquence a provoqué la colère des militaires et du gouvernement, mais malgré les pressions, le président de la télévision israélienne a refusé le licenciement ou la mutation demandée contre le journaliste, auteur du reportage. Le chancelier autrichien, M. Bruno Kreisky, vient de révéler qu'il avait organisé des contacts directs entre Palestiniens et Israéliens pour l'échange de prisonniers de guerre. Cette discussion serait ainsi les contacts les plus proches jamais connus entre les deux camps. En Pologne, dans 3 jours, officiellement, sera suspendu l'état de siège instauré le 13 décembre 1981. Un quotidien gouvernemental révélait hier que des centaines de personnes accusées de violation de la loi martiale pourraient être graciées. Mais ce même jour, l'ancien vice-président de l'ex-syndicat Solidarité de Basse-Silésie était condamné par un tribunal de Wrocław à 4 ans d'emprisonnement et à 3 ans de suppression de ses droits civiques pour avoir enfreint cette même loi martiale. Alors, Monsieur Kulaga, vous êtes ambassadeur de Pologne en France. Bonsoir, monsieur. Et ces informations venues de votre pays semblent pour le moins contradictoires. On libère d'un côté, on condamne de l'autre. La suspension de la loi de cet état de siège semble quelque peu sélective. Bien, je ne pense pas qu'elle soit contradictoire. Je pense qu'il y a une tendance essentielle, une tendance fondamentale qui est exprimée dans toutes les mesures prises
dans le cadre de la suspension de l'état de guerre, c'est d'abord la libération de tous les détenus, excepté 7 qui sont jugés conformément au code pénal polonais. C'est la levée de toutes les limitations apportées, de pratiquement toutes les limitations apportées aux libertés en Pologne en vertu de l'état de guerre, je dis bien pratiquement toutes. C'est, je crois, l'autorisation accordée par le Parlement au Conseil de l'État de lever celles des restrictions qui demeurent, et je le répète, elles sont peu nombreuses, et c'est finalement l'autorisation par le Parlement accordée au Conseil de l'État d'adopter une procédure de grâce spéciale qui serait appliquée très largement et, je crois, rapidement à l'égard de tous ceux qui ont été emprisonnés depuis décembre 81 pour infraction au règlement de l'état de guerre. Tout de même, monsieur l'ambassadeur, il reste actuellement, semble-t-il, environ 3500 personnes condamnées en vertu de cette législation des sections dans les prisons polonaises. Alors pourquoi ne pas décréter, pour ces gens qui ne sont pas des grands criminels, ils ont fait des grèves interdites ou bien ils ont eu des tracts, voilà ce qu'on leur reproche. Pourquoi pour ces 3500 personnes, disons, ne pas décréter une large amnistie? Là, on verrait la différence entre l'état de siège et puis le nouvel état de choses. Bien, vous avez mentionné des gens qui ont fait ou bien la grève ou ont distribué des tracts. Ces gens-là, je pense, seront prochainement et dans une très large mesure, une très grande majorité, graciés. À condition d'en faire la demande. Il ne s'agit pas d'une amnistie décrétée automatiquement. Il faut qu'on aille dire, eh bien oui, j'ai été coupable, alors est-ce que vous voulez me pardonner? C'est bien ça la procédure. La procédure est une demande de grâce adressée au Conseil de l'État par l'entremise des différents organes en question. C'est pas un peu humiliant, ce sera une mesure individuelle, humiliante ou pas humiliante. Je ne crois pas qu'elle soit humiliante. L'important, c'est de voir, de faire la différence entre tous ceux qui, comme vous l'avez dit, n'ont commis que des délits mineurs, très souvent dus aux émotions, parfois à d'autres facteurs, qui n'ont pas commis de délits graves. Mais il y a aussi des personnes... Il y a de bons et de mauvais Polonais. Non, pas du tout. Il y a des Polonais qui ont commis des délits graves et des Polonais qui n'ont pas commis de délits graves. Je pense que c'est là une catégorie juridique qui est retenue dans tous les codes pénaux dans tout le monde et qui n'est pas spécifique à la Pologne. Je pense donc que l'idée principale, l'idée générale, et de continuer sur cette suspension de l'état de guerre en utilisant le plus largement possible et aussi vite que la procédure le permet de gracier les personnes qui, pour telle ou autre raison, ont été mêlées à des infractions à la loi. Monsieur l'ambassadeur, il y a des personnes qui n'ont été ni internées ni emprisonnées, mais ces personnes, ces ouvriers, qui ont simplement fait la grève, les grèves interdites de cette année, ils ont été licenciés de leur travail. Il y en a des milliers qui ont été licenciés, qui sont chômeurs non assistés. Est-ce qu'ils vont retrouver du travail, ceux-là? Bien, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des milliers, je ne connais pas les chiffres. Il est certain que dans cette atmosphère très compliquée, très complexe, parfois tendue, qui a été celle de la Pologne durant ces dernières années, nous pouvons même dire, je crois qu'il peut y avoir eu des cas de ce genre. Je pense qu'il faut les voir dans une perspective beaucoup plus large. Ce que nous voulons, c'est réinstaller les droits qui appartiennent à tous, les droits au travail en particulier, puisqu'il ne manque pas de travail en Pologne. Au contraire, je pense que nous avons plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi actuellement. Je pense donc qu'il faut voir ceci comme un processus qui est une sortie et une solution aux problèmes auxquels nous avons dû faire face pendant ces dernières années. Alors, monsieur l'ambassadeur, le droit d'aller et venir également pour Lech Walesa. Absolument. Vous continuez à considérer comme un simple citoyen alors qu'il y a un déploiement de forces de l'ordre autour de son appartement tous les jours?
Bien, je ne crois pas que ce déploiement des ordres de force autour de l'appartement de Wałęsa ait empêché Wałęsa de converser avec les correspondants étrangers. Je crois même que l'une des personnalités les plus citées au monde, le plus souvent citée, et ceci par rapport même à de grands hommes d'État, est M. Wałęsa. Donc je ne vois pas vraiment pourquoi on nous accuserait de faire un blocus autour de M. Wałęsa. Je crois que vous vous souviendrez sans doute que M. Wałęsa lui-même a toujours eu le droit de prendre la parole et a déclaré lui-même qu'il ne voulait pas faire usage de ce droit après avoir été libéré. Monsieur l'ambassadeur, cet après-midi, à la Diète au Parlement polonais, le président de la Commission des finances, M. Jan Kaminski, a prononcé un discours dont voici un extrait. L'état de notre économie se caractérise de la façon suivante: absence d'équilibre économique, marché déréglé, endettement important, bas niveau de la production industrielle, déficit budgétaire et inflation croissante. Alors, est-ce que de tels résultats valaient la peine de faire un an d'état de siège avec toutes ces restrictions de liberté? Oui, je crois qu'il a fait un bilan d'ensemble, un bilan où il n'a pas exprimé certaines tendances qui se font jour et qui, à mon avis, sont importantes. C'est là l'état général dans lequel nous nous trouvons après 3 ans de production décroissante de difficultés. Maintenant, je crois qu'on pourrait aussi bien, parce que c'est une vérité objective, démontrer qu'il y a une tendance depuis août dernier à un accroissement de la production, et ceci non seulement dans les secteurs d'extraction, mais aussi d'industrie de transformation, et aussi, pour la première fois durant le mois dernier, un accroissement de la productivité. Ce sont des signes, ce sont des symptômes, mais des symptômes encourageants, des signes encourageants. Ça ne change en rien la situation telle que vous avez décrite, qui est difficile pour la Pologne. Je vous remercie. En France, le Conseil constitutionnel a rendu son avis sur la conformité de la loi relative au nouveau statut de Paris, Lyon et Marseille. Pour le Conseil constitutionnel, cette loi est tout à fait conforme. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par des sénateurs et des députés du RPR et de l'UDF. Pour ne pas rompre les bonnes traditions, il y aura bien, rassurez-vous, quelques hausses au mois de janvier. 7% des tarifs pour Air Inter, le plafond des salaires à cotisation de la sécurité sociale devrait être de 7 410 francs par mois à partir du 1er janvier prochain. Enfin, à l'EDF, bien que les derniers arbitrages n'aient pas été encore rendus, une révision des tarifs est attendue, révision sans doute supérieure à la hausse prévue des prix. Et puis ce mardi, à la Bourse de Paris, les valeurs françaises ont gagné 0,6% en moyenne, mais le dollar a poursuivi sa baisse. Il était coté à 6 francs 72. En Corse du Sud, et plus précisément à Ajaccio, la nuit dernière, 7 nouveaux attentats. Ce sont des appartements de continentaux qui ont été visés, ou bien leur lieu de travail. Si l'on comptabilise avec précision, depuis le 1er janvier 1982, il y a eu 791 attentats en Corse, dont 341 revendiqués par le FLNC. Or, en 1981, le même FLNC avait annoncé une trêve après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Il n'y a eu que 64 attentats, si l'on peut dire. La recrudescence des actions violentes cette année est un signe inquiétant pour le personnel politique de la nouvelle Assemblée régionale corse, d'autant plus que ces derniers attentats ont fait cette fois une victime, un agent de police qui était blessé grièvement. Sur les lieux de chaque attentat, on a trouvé le même tract signé par le Front de libération nationale de la Corse. Un tract intitulé « La lettre aux Français » dans lequel le front s'élève contre la présence dans l'île des continentaux. Notez parallèlement que les correspondants de presse en Corse ont reçu ces dernières semaines des communiqués émanant du FLNC où le mouvement indépendantiste déclare qu'il réclamera un impôt révolutionnaire, entre guillemets, aux Français, je cite, ainsi qu'à certains Corses qui profitent des bienfaits de la colonisation. Nous les aiderons même à partir, ajoutent avec un humour grinçant les séparatistes. Cette rançon politique, l'impôt révolutionnaire, est assurément un élément nouveau dans la panoplie des terroristes corses. Changement de tactique aussi du FLNC, il rançonnait jusqu'ici dans l'ombre, il ne craint pas désormais d'annoncer la couleur, une arme psychologique évidente. Il y a 2 jours, Monseigneur Jean-Charles Thomas, chef de l'église de Corse, lançait un appel à la compréhension entre les 2 communautés. Certains, on le constate aujourd'hui, n'ont pas voulu l'entendre. Nous ne réfléchissons pas comme il faudrait, nous nous enflammons trop vite. Il y a des gens qui refusent tout dialogue. Il y a trop de personnes qui se cachent pour imposer leurs idées, pour faire régner une sorte de terreur.
ce qui évidemment impressionne en particulier les personnes les plus simples, les plus âgées, le peuple finalement. Or, de cela, nous devons nous convertir au cours de l'année 83. C'est mon vœu le plus profond, pour qu'enfin, regardant nos problèmes en face, car il y a nos problèmes, personne ne les nie, nous puissions voir ensemble les solutions. Et que cette solution ne soit pas celle de l'élimination, de la haine, de la discrimination, mais qu'elle soit toujours celle de la compréhension de ce que chacun peut apporter de neuf, d'original, dans la construction de la Corse de demain, où nous voulons vivre ensemble, malgré nos différences, et quelquefois notre étrangeté, ou le fait que nous soyons étrangers et non corses. À chacun son petit Noël, ou encore on ne prête qu'aux riches, pourrait être le titre de cette histoire d'un cambriolage peu ordinaire dans une banque au sud de l'Espagne, à Marbella. Le bulletin des voleurs représenterait l'équivalent de 56 millions de francs. Les cambrioleurs sont passés par le plafond, ils auraient travaillé pendant au moins 48 heures et seraient partis fort discrètement. Bien que la direction de la banque se refuse à tout commentaire, il est vraisemblable qu'une partie de cet énorme butin appartient à de riches vacanciers qui ont l'habitude de séjourner dans cette région de Marbella, la station balnéaire la plus chic de la Costa del Sol. Ce n'est pas par hasard que Marbella a été la cible de ce qu'on considère déjà en Espagne comme le cambriolage du siècle. Le développement touristique de la ville date du début des années 50. 54 000 habitants, Marbella est aujourd'hui considérée comme la station balnéaire la plus chic, voire la plus snob d'Espagne. Les nombreux hôtels de luxe, les terrains de golf, les 3 ports de plaisance, dont le célèbre Puerto Rosebanus, ont su attirer la clientèle de la Jet Set Society. Chanteurs, acteurs, danseurs, de nombreux artistes fréquentent Marbella. À la clientèle de milliardaires belges, allemands et espagnols s'est ajoutée depuis quelques années celle des princes arabes, notamment le roi Fahd d'Arabie Saoudite, qui s'y sont fait construire de luxueuses résidences. Plusieurs, parmi les coffres fracturés à la Banque d'Andalousie, appartiendraient d'ailleurs à certains d'entre eux. Décidément, 1982 restera comme une très bonne année pour le tennis français. Après l'excellente participation de l'équipe française de tennis à la finale de la Coupe Davis à Grenoble, tard hier soir, on apprenait que Guy Forget, à peine âgé de 18 ans, remportait à Miami le tournoi de l'Orange Bowl. Il battait l'Espagnol Bardou 7-5, 2-6, 6-1. Il devenait ainsi champion du monde junior de tennis. Guy Forget, je crois que vous êtes en direct avec nous de Miami. Bonsoir, je suppose que vous devez être très heureux. Comment s'est passé ce match? Vous avez très vite senti que vous étiez en mesure de battre l'Espagnol Bardou? Je dois répondre là? Oui, oui. Vous nous entendez, Guy Forget? Dès le premier set, c'était un petit peu accroché. J'ai quand même pu réussir à en jouer bien, à finir 7-5. Au second set, j'ai eu un passage à vide. Et ça m'a coûté le set d'ailleurs 6-2. Et je me suis remis dans le troisième set à 100% et lui il a un petit peu lâché le morceau, ce qui m'a permis de gagner. Guy Forget, il y a des vainqueurs de l'Orange Bowl qui sont assez prestigieux. On pense à Borg, on pense à Lendl, on pense à McEnroe, mais il y a également un vainqueur qui vous a précédé, qui a été champion du monde junior, c'est Thierry Tulane. Lui réussit moins bien maintenant. Est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu peur pour l'avenir? De toute façon, je sais les risques que je prends et que les autres joueurs ont pris. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour devenir un bon joueur chez les hommes. Et j'espère que je serai assez sérieux pour rester dans le bon chemin. C'est-à-dire, que faut-il faire pour devenir un très bon joueur? Eh bien, il faut pas prendre la grosse tête, je pense. Continuer à travailler, être sérieux. Mais quelquefois on prend la grosse tête. Qu'on commence à gagner. Guy Forget, quelquefois on prend la grosse tête parce que on touche un peu trop d'argent. Alors vous ne craignez pas ces sommes qui vont vous arriver? De toute façon, ces sommes, je pense que tous les joueurs les ont gagnées. Borg les a gagnées, Wilander les a gagnées. Donc il faut faire avec ça. De toute façon, chaque joueur a ça. Et j'espère que ça ne va pas me monter à la tête. Comment est-ce que vous expliquez votre éclosion cette année? Vous venez de gagner 620 places, vous êtes maintenant classé 71e mondial. Oui, c'est vrai, c'est les fruits du travail que j'effectue depuis plusieurs années. Et j'ai commencé à faire quelques bons résultats à Paris cette année. Et j'ai confirmé encore là l'Orange Bowl.
Est-ce que ce titre de champion du monde, Guy Forget, vous donne de très grandes ambitions pour l'avenir? Et quelles sont-elles? Oui, c'est sûr, ça me motive toujours. Ça me motive toujours de gagner un grand tournoi ou d'avoir un titre de champion du monde. J'espère que je vais bien faire chez les adultes. Très bien, eh bien, écoutez, on vous souhaite de bien grandir, donc bravo encore Guy Forget, et puis vous rentrez bientôt en France, je suppose. Très très bien, merci beaucoup. Au revoir. Suite à présent de notre investigation politico-littéraire avec Philippe Arroir et Patricia Chernelet et leur sélection de petites phrases prononcées au cours de cette année et dont nous avons malin plaisir à vous les répéter. Ce soir, le thème choisi, ce sont les états d'âme des hommes politiques. De la Défense. À la Défense, il n'y a pas de pause, il y a des permissions. Michel Jobert, ministre du Commerce extérieur. Étant né au Maroc, je suis moi-même un produit d'importation. Édith Cresson, ministre de l'Agriculture. Mes prétendues maladresses ne sont que l'expression d'une volonté. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche, le doute est fondamental pour des gens qui cherchent. Brice Lalonde, écologiste. Vous ne m'entendrez jamais crier plutôt rouge que mort, je veux rester vert. Niki Loda, coureur automobile. J'ai réussi quelque chose de superbe. Je me suis nommé PDG. Jerry Lewis, comédien. Dans mon métier, quand on cesse de faire l'idiot, on renonce à atteindre la sagesse. Suite des petites phrases demain. Le temps, avant de passer à la météo en France, je voudrais vous donner cette information sur laquelle en Argentine, à la suite de très graves inondations, 20 000 personnes ont été jusqu'à présent évacuées des zones basses de Santa Fe, à 520 km au nord-est de Buenos Aires, après le débordement du fleuve Paraná et dû aux pluies intenses qui se sont abattues sur le nord de l'Argentine. Il y a également beaucoup d'inondations et de mauvais temps aux États-Unis. Cela continue. Pour la France, c'est quand même relativement mieux, Philippe. Oui, absolument. On avait l'habitude de vous montrer un peu l'évolution du temps avec des photos satellites. Malheureusement, en ce moment, elles ne sont pas de très bonne qualité. Mais rassurez-vous, à la météorologie nationale, elles sont suffisantes pour prévoir des méthodes d'évolution de l'atmosphère. Demain, un anticyclone maintient sur notre pays un vent pratiquement nul, à l'exception des côtes et des frontières, où là, le vent faible tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et cette absence de vent, eh bien, favorise la formation des brouillards. Et ils seront très importants demain à peu près partout, à l'exception des régions méditerranéennes, et ceci à cause du Mistral et de la Tramontane. Ensuite, dans le courant de la journée, eh bien, ces brouillards vont disparaître pour laisser la place à un beau soleil. Et si j'ai laissé un peu de brouillard des régions du centre au nord-est, eh bien c'est peut-être cette région-là, les brouillards seront plus persistants pendant la journée. Pour les températures, eh bien elles sont toujours assez favorables pour la saison. Vous voyez 7 à 8 degrés, même 10 à Brest dans le nord et 8 à 12 à 13 degrés dans le sud. Vous voyez des températures tout à fait correctes. Demain, le soleil se lève à 8h46 pour se coucher à 17h, donc une minute de plus par rapport à aujourd'hui, et c'est la fête des David. À 23h30, Hervé Claude vous présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. Bonsoir, merci.